Une femme qui avait défié les conventions, lutté pour la justice sociale et la place des femmes dans la politique française. Pourtant, sa fin fut aussi brutale qu'inattendue. En 1961, à 80 ans, elle s'éteint après une chute fatale depuis la fenêtre de son appartement. Accident? Suicide? Ou bien un mystère soigneusement dissimulé? Ce dernier souffle tragique et entouré d'interrogations projette une ombre saisissante sur l'histoire de cette militante intrépide. Lucie Colliard n'était pas une figure de l'ombre. Elle était cette voix ardente qui dénonçait l'injustice, qui affrontait sans peur les puissants et bravait les scandales de son époque. Enseignante de formation, journaliste syndicaliste, elle se fit rapidement remarquer par ses positions radicales, sa fougue dans les débats publics et son engagement dans le mouvement ouvrier. Elle ne reculait devant aucune tempête. Elle fut l'une des premières à réclamer une égalité totale entre hommes et femmes, y compris dans les sphères politiques dominées par les hommes. Mais derrière cette image de femme forte et indépendante, se cachait une vie semée d'épreuves, des alliances politiques brisées, des trahisons silencieuses et des conflits internes dans les mouvements où elle militait ont lentement érodé la confiance qu'elle plaçait dans ses proches. Au crépuscule de sa vie, certains disent qu'elle se sentait trahie, isolée, presque effacée de la scène qu'elle avait jadis dominée. D'autres soutiennent que sa disparition n'était qu'un terrible accident, un instant de maladresse, une fenêtre ouverte et le vide. L'histoire de Lucie Colliard n'est pas seulement celle d'une militante. C'est celle d'une femme qui, malgré sa force et son éclat, a fini dans une énigme qui continue de hanter les mémoires. Et si la clé de ce mystère se trouvait dans ses dernières batailles? Ses confidences à quelques amis laissent entrevoir une vérité bien plus sombre que ce que l'on ose imaginer. Lucie Colliard naît en 1881, dans une France en pleine mutation industrielle et sociale. La Troisième République est alors marquée par des conflits de classe, l'émergence du mouvement ouvrier et les débats enflammés autour des droits des femmes. C'est dans ce contexte bouillonnant qu'elle forge son caractère. Issue d'un milieu modeste, elle devient institutrice, mais ce rôle ne suffit pas à contenir l'ardeur révolutionnaire qui brûle en elle. Elle rejoint très tôt les milieux socialistes et syndicaux, refusant de rester simple spectatrice d'un monde où les injustices écrasent les plus faibles. Le début du XXe siècle en France est un théâtre d'injustices flagrantes. La condition des ouvriers est désastreuse, le droit de vote des femmes n'est même pas envisagé, et la société demeure prisonnière de ses carcans patriarcaux. Dans cet univers, Lucie Colliard s'impose comme une voix singulière, refusant le silence imposé aux femmes. Elle devient journaliste et se fait remarquer pour ses articles enflammés, publiés dans des journaux militants. Son style est direct, parfois provocateur, et sa plume s'attaque au pouvoir politique et économique. Mais derrière l'image de la militante, il y a l'époque elle-même, celle des grèves massives, des guerres qui redessinent le monde et des luttes internes au sein des mouvements ouvriers. Lucie, à la fois figure publique et femme de conviction, doit affronter la méfiance des hommes de son parti, qui la trouvent trop libre, trop bruyante et même dangereuse pour l'ordre établi. Elle persiste, devenant un symbole de résistance et d'émancipation féminine. Les années 1920 et 1930 sont marquées par une effervescence politique sans précédent. La montée des idées communistes, les divisions entre syndicats, les tensions internationales. Lucie Colliard y joue un rôle de premier plan, participant à des conférences, organisant des meetings, soutenant des grèves. Pourtant, son franc-parler lui attire autant d'admirateurs que d'ennemis. Certaines de ses prises de position, jugées trop radicales, font grincer des dents au sein même des cercles militants. On murmure qu'elle aurait été écartée de certaines organisations à cause de son indépendance farouche et de sa volonté de ne jamais se soumettre à une ligne politique imposée. Et puis il y a la femme derrière la militante. Peu de choses sont connues de sa vie privée, sinon qu'elle était farouchement discrète, presque secrète. On dit qu'elle vivait seule dans son appartement parisien, entourée de piles de journaux, de tracts et de lettres. Une solitude choisie ou subie, nul ne peut vraiment le dire. Ses proches affirment qu'elle n'avait jamais cessé de se battre pour ses idées, même lorsque l'âge avançait, et que les médias semblaient l'avoir oubliée. Le thème central de son histoire se dessine, celui d'une femme visionnaire qui a osé déranger les puissants, mais qui a fini par payer le prix de son audace. L'énigme de sa mort n'est-elle pas, en réalité,
le reflet d'une vie toujours en déséquilibre entre lutte publique et blessures intimes. L'idée que son décès puisse être autre chose qu'un simple accident, un geste désespéré, peut être plane comme une ombre sur sa mémoire. Lucie Colliard est de ces figures qu'on ne peut résumer en quelques lignes. Elle incarne l'énergie d'une époque en colère, un siècle de combat, mais aussi la solitude de ceux qui choisissent de ne jamais trahir leurs convictions. Et ce contraste entre sa vie flamboyante et sa mort mystérieuse est ce qui continue de fasciner aujourd'hui. Tout commence par un éclat. Dans les années 1900, alors que la France se reconstruit après l'affaire Dreyfus et se prépare à affronter les turbulences du siècle, Lucie Colliard surgit dans la sphère publique comme un tourbillon. À seulement 20 ans, elle quitte le confort relatif d'un poste d'institutrice pour rejoindre la mêlée politique. Son énergie débordante attire l'attention. Dans les réunions syndicales, on la surnomme la voix de feu, tant ses discours, passionnés et tranchants, frappent par leur sincérité. L'événement qui la propulse sous les projecteurs se produit lors d'une grande grève d'enseignants en 1910. Lucie défend non seulement le droit à des conditions de travail dignes, mais aussi la reconnaissance du rôle des femmes dans l'éducation. Ses propos dérangent. Dans un monde où la parole publique féminine est encore perçue comme une intrusion, elle incarne la transgression. Ce moment est décisif. Désormais, elle n'est plus seulement une institutrice, mais une militante de premier plan. Puis vient la Première Guerre mondiale, ce cataclysme qui déchire la France et bouleverse le mouvement ouvrier. Lucie s'oppose avec force à la guerre, dénonçant les sacrifices imposés aux plus pauvres, les veuves et les orphelins que la République abandonne. Cette prise de position pacifiste lui vaut d'être surveillée, parfois même menacée. Mais elle ne cède pas. Au contraire, la guerre renforce ses convictions. Elle prône une France plus juste, plus égalitaire, où les travailleurs ne seraient plus sacrifiés sur l'autel des profits et des ambitions politiques. Les années 1920 marquent son apogée. Lucie Colliard devient une figure familière des cercles socialistes et féministes. Elle publie des articles retentissants dans la presse militante, se bat pour le droit de vote des femmes, qui ne sera accordé qu'en 1944, et participe à des congrès internationaux. Elle croise des figures comme Clara Zetkin ou Alexandra Kollontai, femmes tout aussi passionnées et prêtes à affronter les foudres d'un monde masculin. Ses discours résonnent dans les salles combles. La liberté n'est pas un privilège, c'est un droit. Et ce droit ne peut se construire que si les femmes et les hommes luttent côte à côte. Mais plus elle gagne en visibilité, plus elle attire la controverse. Certains militants l'accusent d'être trop radicale, d'autres disent qu'elle se perd dans des idéaux impossibles à réaliser. On raconte même que certains de ses alliés politiques ont manigancé pour la marginaliser. Les luttes internes au sein du Parti socialiste et du mouvement ouvrier sont féroces. Les querelles idéologiques, les divisions entre réformistes et révolutionnaires laissent Lucie épuisée, mais jamais vaincue. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale, un second traumatisme pour cette femme déjà marquée par tant de combats. Elle s'oppose encore une fois à la guerre et aux dérives du fascisme. Cependant, l'âge et les blessures de la vie l'obligent à se retirer progressivement de la scène publique. Ses chroniques se font plus rares. Pourtant, elle n'abandonne jamais la plume. Dans des lettres privées, elle exprime ses désillusions, son amertume devant la lenteur des progrès sociaux, mais aussi sa fierté de ne jamais avoir compromis ses idéaux. C'est dans les années 1950 que commence la descente. Le monde change, les nouveaux visages de la gauche émergent, et Lucie Colliard, jadis si flamboyante, semble sombrer dans l'oubli. Elle vit seule, entourée de souvenirs et de coupures de presse jaunies. Les rares interviews qu'elle accorde sont teintées d'une nostalgie presque douloureuse. Elle y parle de ses anciens camarades, certains morts, d'autres devenus de simples noms dans les livres d'histoire. Puis, en 1961, survient l'événement tragique. Une chute fatale depuis la fenêtre de son appartement met fin à sa vie. La presse en parle, brièvement. Certains titrent « Lucie Colliard, la militante oubliée, meurt dans un accident domestique ». Mais rapidement, des voix s'élèvent. Un accident ou bien un geste délibéré? Les rumeurs enflent. Certains affirment que Lucie était plongée dans une profonde mélancolie, rongée par la solitude et le sentiment d'avoir été trahie par la cause qu'elle avait servie toute sa vie. D'autres parlent d'un malheureux faux pas. Une fenêtre ouverte, une perte d'équilibre, et tout bascule.
Rien ne viendra jamais trancher définitivement entre ces hypothèses. Ce flou, cette zone d'ombre, fait partie du mystère qui entoure désormais sa mémoire. Ce qui est certain, c'est que la mort de Lucie Colliard symbolise à elle seule une époque révolue, une époque de luttes acharnées, de sacrifices et de passion. Sa disparition, dans l'indifférence presque générale, est le reflet cruel de la manière dont la société oublie parfois ses plus ardents défenseurs. Lucie Colliard laisse derrière elle un héritage complexe. Une femme qui a osé braver les interdits, qui a risqué sa réputation et sa vie pour des idéaux que beaucoup jugeaient utopiques, mais aussi une femme qui, en fin de compte, a payé le prix fort de son indépendance. Son dernier acte, qu'il soit accidentel ou intentionnel, nous confronte à une question dérangeante. Que reste-t-il de ces vies consumées par le combat? La mort de Lucie Colliard n'a jamais cessé de hanter ceux qui la connaissaient. Loin d'être un simple fait divers, elle s'est transformée en un véritable mystère historique. Le 28 septembre 1961, cette femme de 80 ans, autrefois redoutée pour ses discours enflammés, est retrouvée inerte au pied de son immeuble parisien. La version officielle parle d'un accident. Une chute accidentelle depuis la fenêtre peut être à cause d'un vertige. Mais dès les premiers jours, des voix s'élèvent pour dénoncer une version trop rapide, presque bâclée. Un ancien camarade de lutte, interrogé par la presse, aurait déclaré « Lucie n'était pas du genre à se laisser abattre par un simple malaise. Quelque chose d'étrange a dû se passer cette nuit-là. » D'autres proches racontent ces dernières semaines. Une fatigue inhabituelle, des confidences troublantes sur un monde qui n'écoute plus et ce sentiment de solitude écrasant. Les journaux de l'époque n'ont pas manqué de souligner cette part sombre de sa vie. Isolée, souvent en conflit avec les nouvelles générations militantes, Lucie Colliard était devenue une figure presque oubliée. Pourtant, certains indices laissent penser qu'elle n'avait jamais renoncé à ses convictions. Dans ses lettres, on retrouve des phrases poignantes comme « Je ne regrette rien, sauf peu, être de ne pas avoir crié plus fort ». Ce mélange de fierté et de désenchantement alimente encore aujourd'hui les débats sur la nature de sa mort. Des rumeurs persistantes évoquent même la possibilité d'un harcèlement moral. Lucie aurait été victime de critiques incessantes de la part d'anciens camarades qui la trouvaient vieillissante et hors du temps. Certaines notes manuscrites, retrouvées dans ses affaires après son décès, parlent d'une trahison amère, sans préciser de nom. Était-ce une allusion à des tensions internes ou simplement une réflexion sur le temps qui passe et efface tout? La presse, à l'époque, ne s'attarde pas. Les médias préfèrent parler d'un tragique accident. Mais dans les coulisses, l'émotion est palpable. Des militantes féministes organisent une petite veillée en son honneur. Elle raconte son rire franc, sa voix puissante, et ces soirées où Lucie, entre deux discours, confiait ses espoirs pour un monde meilleur. Un détail méconnu, révélé des années plus tard par une amie proche, donne une dimension presque cinématographique à sa fin. Le soir de sa chute, Lucie aurait passé des heures à relire ses anciens articles et à classer ses archives. Sur son bureau, un texte inachevé, comme une sorte de testament politique, commençait par ces mots « Il n'y a pas de victoire sans mémoire ». Certains y voient le signe d'une préparation, d'autres d'un simple rituel de nostalgie. Les émotions entourant ce drame sont complexes. Colère, tristesse, admiration. Pour beaucoup, Lucie Colliard représente cette génération de femmes invisibles, celles qui ont ouvert des portes sans jamais en franchir les seuils. Elle a milité pour le droit de vote sans jamais voir les fruits de son combat durant sa jeunesse. Elle a lutté pour les droits des travailleuses, mais a fini par vivre modestement, presque dans l'anonymat. L'opinion publique, à l'annonce de sa mort, est partagée. Quelques articles rendent hommage à sa ténacité, mais la majorité des journaux parlent d'elle comme d'une figure du passé. Une journaliste, indignée par ce ton condescendant, écrit dans un éditorial « Lucie Colliard n'est pas une relique. Elle est une flamme qui nous rappelle ce que nous avons perdu en cessant de croire à la révolte. » Il y a aussi ces zones d'ombre sur sa vie personnelle. Peu de gens savaient qu'elle avait été profondément blessée par des amitiés brisées, notamment au sein des syndicats. On raconte qu'une ancienne collaboratrice, avec qui elle avait organisé des manifestations mémorables dans les années 1920, ne lui adressait plus la parole depuis des décennies. Ces blessures invisibles, accumulées au fil des ans, auraient-elles pu la pousser vers un geste désespéré? Au fil des années, sa mort est devenue presque un mythe.
Les documentaires et les livres qui lui sont consacrés ne manquent jamais de s'interroger sur ce dernier soir. Un simple accident ou la conclusion tragique d'une vie de lutte et de solitude, cette ambiguïté nourrit les passions. Et c'est peu être ce qui rend l'histoire de Lucie Colliard si captivante. Quoi qu'il en soit, une vérité s'impose. Derrière le scandale, derrière les rumeurs, il y avait une femme qui a osé vivre à contre-courant. Sa mort, qu'elle soit accidentelle ou volontaire, ne diminue en rien la puissance de son héritage. Au contraire, elle donne une dimension presque tragique, presque héroïque, à son parcours. Lucie Colliard n'est pas une simple note de bas de page dans l'histoire de la politique et du féminisme français. Elle est une icône oubliée, un symbole d'une époque où le courage individuel se heurtait constamment à la brutalité des institutions. La chaîne ne peut que reconnaître l'audace d'une femme qui, dès le début du XXe siècle, a osé se dresser contre l'ordre établi dans un monde où la voix des femmes était systématiquement réduite au silence. À nos yeux, ce qui rend Lucie Colliard fascinante n'est pas seulement son parcours de militante, mais sa capacité à rester fidèle à ses convictions, même lorsque tout semblait perdu. Peu de personnalités publiques ont accepté, comme elle, de payer le prix de leur indépendance. Dans une époque où le compromis était souvent la seule voie pour exister politiquement, Lucie a choisi la droiture. Et c'est sans doute cette fidélité qui l'a isolée, puis effacée des mémoires collectives. Notre opinion est claire. Son destin est tragique, non pas seulement à cause de sa mort mystérieuse, mais parce qu'il illustre l'ingratitude d'une société envers ceux qui luttent pour elle. Lucie Colliard s'est battue pour des droits qui semblent aujourd'hui évidents, le droit de vote des femmes, l'égalité salariale, la dignité des travailleurs, mais elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle méritait de son vivant. Ce silence, cet oubli, est la véritable blessure de son histoire. Si l'on regarde de plus près les derniers moments de sa vie, on ne peut s'empêcher d'y voir un écho amer. Après avoir consacré sa jeunesse, sa voix et son énergie à éveiller les consciences, elle meurt seule, dans un appartement parisien, presque comme une étrangère dans son propre pays. Pourtant, il est impossible de ne pas sentir encore, dans les rares archives qui subsistent, la force de cette voix qui appelait à un monde plus juste. La chaîne se demande également, que penserait Lucie Colliard de notre époque ? Aurait-elle applaudi les avancées obtenues par les mouvements féministes contemporains ou aurait-elle pointé du doigt les inégalités persistantes ? Il y a fort à parier que, fidèle à elle-même, elle n'aurait pas hésité à dénoncer nos demi-mesures, nos compromis et nos silences. Nous invitons notre public à réfléchir. Combien de Lucie Colliard ont été oubliées ? Combien de femmes ont tracé des chemins à coups de combat et de sacrifices pour finir reléguées à l'ombre ? L'histoire de Lucie n'est pas qu'une anecdote, c'est un avertissement. Elle nous rappelle qu'un héritage ne vit que si l'on choisit de s'en souvenir, de le faire revivre par nos actions et nos paroles. En fin de compte, Lucie Colliard n'était pas une héroïne parfaite, elle avait ses failles, ses colères, ses désillusions. Mais c'est précisément cette humanité mêlée à une force de caractère inébranlable qui la rend intemporelle. Et c'est pour cela que nous pensons que son histoire mérite non seulement d'être racontée, mais aussi comprise comme un cri de résistance qui traverse encore les décennies. Il y a des histoires qui ne s'éteignent jamais, même lorsque le monde choisit de les oublier. Celle de Lucie Colliard en fait partie. Son nom ne résonne plus dans les rues comme autrefois, et pourtant, derrière chaque avancée sociale, chaque voix féminine qui ose aujourd'hui se lever, il y a un peu d'elle. Elle n'a jamais cherché la gloire, encore moins la reconnaissance. Tout ce qu'elle voulait, c'était la justice et la dignité. En se tenant face aux foules, dans ces salles où personne n'attendait qu'une femme prenne la parole, Lucie a brisé des murs. Sa voix, parfois cassée par l'émotion, portait un message qui allait bien au-delà de son époque. On raconte qu'elle avait cette façon unique de mêler colère et tendresse, comme si chaque mot qu'elle prononçait était une promesse faite aux générations futures. Et pourtant, la vie ne lui a pas offert la reconnaissance qu'elle méritait. Ces dernières années, silencieuses et marquées par la solitude, donnent à son histoire un goût amer. Mais n'est-ce pas là le destin de tant de pionnières ? Elles ouvrent des chemins qu'elles ne verront jamais pleinement empruntés. Lorsque l'on pense à ce dernier soir, à ce geste mystérieux, accident ou décision ultime, on ne peut s'empêcher d'éprouver une forme de respect teinté de mélancolie. Comme si Lucie, fidèle à elle-même, avait choisi de partir en laissant derrière elle une énigme, une invitation à se souvenir de sa lutte. Aujourd'hui, son héritage ne se résume pas à des dates ou des discours oubliés. Il vit dans chaque combat pour l'égalité, dans chaque femme qui ose revendiquer sa place.
Si la mémoire collective a parfois tendance à effacer ces figures essentielles, il nous appartient de les faire revivre. Lucie Colliard n'est pas qu'un nom dans un livre d'histoire. Elle est un écho, une force qui murmure encore. Ne renoncez jamais. Et si son dernier souffle reste un mystère, son message, lui, demeure limpide. La justice et la liberté valent plus que tout, même que la vie. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.